webinaire sur le Green IT. Je vais commencer par, comme d'habitude, présenter le hibou en attendant que les derniers connectés, les derniers arrivants se connectent. Donc le hibou, qui on est et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est une plateforme d'intégration de services qui met en relation des freelances IT avec des grands groupes. Donc aujourd'hui, on a plus de 90 000 freelances inscrits sur notre plateforme. On a fait 56% de croissance en 2023 et on vise un chiffre d'affaires en 2024 de 120 millions. Vous pouvez voir sur la carte à droite où on est présent un peu partout en France, mais aussi à l'étranger avec le Canada et la Belgique, et ainsi que nos principaux clients comme Crédit Agricole, AXA, LVMH, Accor, La Poste et Renault. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler de Green IT. Et donc, on a aussi en présence Antoine Coutin, qui est product owner chez Le Hibou, et Corentin Géchou, qui est freelance Le Hibou et surtout développeur back-end et expert et formateur Green IT. Et c'est lui qui va vous présenter justement tout ce webinaire. Je vais prendre la main, je continue donc. Donc bonjour à tous, on va parler de... Non, attendez, je passe pas slide. On va parler de Green IT et on va parler de comment nos choix et notre travail en tant qu'expert tech va aider à améliorer la planète pour nous et nos enfants et les générations futures. Alors, comment ça va se dérouler? C'est à peu près pendant 1 heure et demie. Je vais d'abord faire un contexte général sur l'impact sur l'écologie, l'impact sur l'environnement. Et on va voir à travers l'architecture, l'Ops et les étapes de dev, comment on peut mettre en place des choses pour améliorer notre impact. C'est juste une introduction parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le Green IT. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai au possible. Oui, on essaie de Euh, répondre au fur et à mesure, comme ça, voilà. pour ça mettre un peu de dynamisme. Donc moi, j'ai à peu près 18 ans d'expérience maintenant. J'ai été codeur, tech lead, manager. Comment dire, j'ai fait beaucoup de technologies, j'ai fait beaucoup de types d'infrastructures. Et donc, à partir de tout ça, de mes lectures et de mes certifications, j'ai construit ce support-là. L'objectif du Green IT, c'est de consommer moins de ressources, moins d'énergie et diminuer notre impact négatif sur le vivant et sur le non-vivant. Le développement durable repose sur 3 piliers essentiels. On connaît tous maintenant, depuis pas mal d'années, les piliers social et économique. Parce qu'avec ces 2 piliers-là, on fait le commerce équitable, par exemple, ou le fair trade, et on va acheter du café équitable, du chocolat équitable, où les producteurs auront une juste rémunération. Mais si on exclut complètement l'environnement, toute la partie écologie, on peut, par exemple, acheter du café de manière équitable, mais s'il n'y a plus rien pour produire le café, on n'aura pas un monde durable. Donc en incluant la partie écologique, on va pouvoir faire durer nos activités et notre vie en tant qu'être humain dans le temps, parce qu'on est en interdépendance avec le non-vivant et le vivant sur cette planète. Alors le développement durable, c'est un développement qui permet d'assouvir nos besoins présents, tout en ne compromettant pas les générations futures à assouvir leurs propres besoins. C'est un développement qui s'inscrit dans le temps. Le développement durable, c'est un peu, comme un apéro. Quand vous invitez des personnes, à un apéro, s'il y a des retardataires, vous avez 2 possibilités. Soit vous mangez tout et vous leur laissez rien du tout, soit vous leur laissez quelque chose à manger parce que vous savez qu'ils vont arriver bientôt. Pour moi, c'est la même chose. Le contexte du développement durable. On parle souvent de réchauffement climatique et souvent on a eu, la phrase qui dit: «1 ou 2 degrés de plus, c'est pas grave, j'irai à la piscine plus souvent, ce sera très bien». Mais en fait, il faut savoir que le réchauffement climatique global, ça va entraîner plein de dérèglements climatiques locaux. Et imaginez toute l'énergie qu'on a dû consommer depuis à peu près 200 ans pour changer le climat sur toute une planète entière. C'est quand même quelque chose d'assez gigantesque.
On va faire une analogie avec le corps humain. À 37,5 degrés, le corps humain, il est stable, on est en pleine forme, moi je suis bien. Par contre, si j'ai 2 degrés de plus, 2 degrés de plus, je suis à 38,5, je suis vraiment malade. 2,5 degrés de plus, je suis à 40. Non, 2 degrés, je suis à 39,5, pardon. Et 2,5 degrés de plus, on est à 40. Et là, je suis à l'hôpital personnellement. La planète, c'est pareil, elle va se réchauffer et l'accord de Paris, la COP 21, dit qu'il faut limiter ce réchauffement à 2,5 degrés. C'est-à-dire qu'il faut limiter que la planète aille à l'hôpital. Elle va être très malade, mais on va essayer qu'elle n'aille pas à l'hôpital. En gros, c'est ça. La planète, elle a des limites qu'on peut voir ici, symbolisées par cette image que j'aime assez. Et en fait, si on pousse de plus en plus sur les bords, on va casser les limites et casser notre habitacle, notre, notre habitabilité. C'est un schéma complexe, on va un peu essayer de détailler ça. C'est pour montrer toutes les interactions qu'il y a au niveau du changement climatique. On a modélisé, c'est un modèle, qu'il y avait 9 limites pour la Terre. D'un point de vue changement climatique, d'un point de vue changement de la diversité des paysages, d'un point de vue cycle de l'eau. Et toutes ces limites, si elles sont dépassées, on n'arrive plus à un habitacle viable. Par exemple, le changement climatique. Avec l'émission de gaz à effet de serre de plus en plus intense, on va réchauffer la planète. Qui dit réchauffement climatique dit aussi que, comment dire, c'est aussi pardon, accéléré par par le changement de diversité des paysages. Plus on va, comment dire, couper les arbres, raser des forêts, plus on va artificialiser les sols en bétonnant tout, plus on va réchauffer la planète. C'est-à-dire que les arbres ne pourront plus absorber des gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi que, l'architecture urbaine va plus réchauffer et on aura une température beaucoup plus forte. Ce qui fait que, on aura un cycle de l'eau qui va être perturbé. C'est-à-dire, plus il y aura de sol artificialisé, par exemple, plus l'eau ne va pas s'infiltrer dans le sol et elle va rester à la surface et rester, comment dire? Et donc entraîner beaucoup plus d'inondations. On les a vus ces dernières années, il y a de plus en plus d'inondations parce que l'eau n'arrive pas à aller en surface. Non, pardon, n'arrive pas à aller dans les sols. Deuxième point, si l'eau reste en surface et qu'il fait de plus en plus chaud, l'eau remonte dans l'atmosphère et dans les nuages. Et l'atmosphère se charge de plus en plus en nuages et en eau et donc ça va entraîner des pluies de plus en plus fortes. Et donc on va boucler entre sécheresse, pluie torrentielle. Heu, donc là, c'est l'interaction entre Land System Change et Climate Change. On peut aussi voir une interaction avec, l'acidification des océans. Les océans, absorbent environ un tiers des gaz à effet de serre, du CO2. Mais plus on va charger l'atmosphère en gaz à effet de serre, plus l'océan va absorber plus de gaz à effet de serre et ça va entraîner une acidification de l'océan. En gros, c'est une eau un peu plus citronnée, par exemple. Mais la conséquence, c'est que, toute la faune, la faune marine, par exemple, tous les crustacés, par exemple, qui sont des animaux en bas de l'échelle alimentaire, vont avoir du mal à créer leur carapace, à créer leur squelette et donc il y aura beaucoup, beaucoup moins d'espèces. Et si on on diminue la quantité d'espèces à base de la chaîne alimentaire, toute la chaîne alimentaire va être bouleversée. Les prédateurs vont être moins nombreux parce qu'ils auront moins de nourriture et les prédateurs des prédateurs vont être encore moins nombreux et cetera. 2e impact, plus les océans sont acides, plus les coraux, sont moins présents et donc on va encore ici les coraux servent d'habitat pour beaucoup de poissons et d'animaux et donc on va encore, diminuer la population, sous-marine et sachant que la moitié de la Terre, environ 3 milliards de personnes,
la moitié des personnes ont besoin de l'océan pour se nourrir, il y a un impact direct sur ces populations-là. Je vais passer parce qu'on pourrait en dire beaucoup là-dessus et c'est pas le propos. Ici, un élément assez intéressant, entre 2022 à gauche et 2023 à droite, on a vu des limites encore plus dépassées, pardon, et des comment dire, des notions encore plus calculées. Donc, il faut savoir qu'on est toujours vers la mauvaise pente. C'est de pire en pire d'année en année. Et je crois qu'il y a 2 ans, il y avait 2 limites en moins de dépasser. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'impact du numérique? À 80, l'impact du numérique, c'est au niveau de la fabrication des composants électroniques et à 20, c'est au niveau de l'utilisation. Moi, en voyant ces chiffres-là, je me suis dit: «Je suis développeur, c'est pas mon problème. C'est côté industriel». Après, j'y réfléchis et je me suis dit: «Mais en tant que développeur, mon programme peut utiliser un ordinateur, 2 ordinateurs, 3 serveurs, 10 serveurs. Je peux influencer sur l'architecture, je peux influencer sur le hardware que je consomme». Et donc, de la même manière qu'on développe à partir des tests, ici, on peut, diminuer son impact à partir de notre développement et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Pour avoir vraiment l'impact, d'un système, il faut regarder l'analyse du cycle de vie complet d'un système. Ici, c'est un disque dur de chez Seagate, et donc on voit bien que ici, je vais encadrer en vert, la partie l'impact sur la partie utilisation est assez faible par rapport à l'impact au niveau de l'extraction des matières premières, l'impact au niveau de l'assemblage. Et d'un point de vue analyse de cycle de vie, c'est vraiment intéressant de voir l'impact sur différents axes. On a l'impact d'un point de vue changement climatique, d'un point de vue toxicité humaine, d'un point de vue, des particules en formation et cetera, de l'ionisation, des radiations ionisantes, pardon, par exemple à cause des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité et qui produisent des déchets donc nucléaires. Quelques chiffres. Alors ces chiffres datent de 2019, mais ces chiffres vont bientôt être réactualisés par l'association greenity.fr. Pour avoir ces chiffres, c'est une étude assez complexe qui dure 1 an, donc c'est pas évident. Donc en 2019, et c'est toujours le cas, le numérique représentait 3 fois l'empreinte de la France ou de l'Angleterre en termes d'utilisation de ressources, eau, matériaux et énergie. C'est quand même assez conséquent, je trouve. C'est 10 de l'énergie produite dans le monde qui est uniquement pour le numérique. C'est 4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation civile. Quand on dit: «Il faut que l'aviation fasse un effort», donc il faut que nous, développeurs, tech, nous devons faire aussi des efforts. C'est 21 des émissions de gaz à effet de serre, pardon, pour le forfait d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la COP 21. La COP 21 nous dit: «Il faut nous restreindre à 2,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre», compter pour 21 l'utilisation du numérique et 21 c'est aussi l'augmentation des déchets numériques entre 2015 et 2020. Parce que oui, le numérique, c'est des déchets. C'est des téléphones qu'on change, c'est des ordinateurs qu'on n'utilise plus et cetera et cetera. Ce sont aussi des déchets qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas accumuler et cetera et tous ces, composants-là, même s'ils sont très jolis, il y a beaucoup d'éléments toxiques qui peuvent nuire à la nature si on les laisse traîner comme ça, dans la nature. L'impact en France, c'est aussi un slide intéressant là, c'est 52 de l'épuisement des ressources halieutiques. Ça veut dire les terres rares, les métaux rares, les minerais. Ça veut dire que dans 2 générations, 20 ans, si on continue au même rythme de consommation du matériel informatique et si on continue au même rythme et si on trouve pas d'autres
ressources, ça veut dire d'autres mines, d'autres gisements, alors dans 2 générations, on ne pourra pas construire un smartphone neuf, ni un ordinateur neuf. On ne pourra pas. C'est aussi pour 28 l'impact est au niveau de la fabrication de matériaux radioactifs, de déchets radioactifs. Pardon, des déchets radioactifs parce qu'en France, l'électricité provient principalement, des centrales nucléaires. Et enfin, pour 11 l'impact du numérique en France, c'est au niveau du potentiel de réchauffement climatique, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre et le changement climatique. Et c'est pour ça que si dans votre système, vous vous concentrez uniquement sur l'émission des gaz à effet de serre, alors vous aurez loupé une grande partie de l'impact de votre système informatique. Heu, aux États-Unis, par exemple, ils concentrent beaucoup leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que tous les fournisseurs cloud, fournissent des dashboards maintenant pour les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'aux États-Unis, ils ont leur production électrique dépend beaucoup des gaz, du pétrole, du charbon. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons des logiciels sur les ordinateurs pour répondre à un besoin et c'est avec ce triptyque-là qu'on va pouvoir jouer pour diminuer notre impact. L'impact, il est clair, je vous le montre là, c'est, un impact terrible sur la nature ici. Ici, c'est une mine et donc on voit bien que tout est rasé pour et même tout est creusé pour exploiter le plus, la terre et on voit ici au milieu une espèce de mare. En fait, il faut savoir que dans certains minerais, non, c'est pardon, dans certaines mines, on doit utiliser beaucoup, beaucoup d'eau et des fois, les déchets, c'est aussi de la boue radioactive qui n'est pas du tout protégée, surtout en Chine et qui va, apporter beaucoup de cancers aux populations qui habitent tout autour, de la mine. Alors en fait, dans tout notre matériel, on a beaucoup de matériaux rares. C'est des matériaux qui permettent de booster les performances des machines. Sinon, le téléphone, il serait énorme, comme, dans les années 80. Et en fait, pour extraire ces métaux rares, je vais utiliser cette analogie-là. Pour extraire les métaux rares, c'est comme si vous cherchiez à extraire la petite pincée de sel que vous avez mis pour faire votre boule de pain. Donc imaginez, pour extraire la boule de pain, pour extraire le sel, moi je sais pas, la boule de pain, je la mets dans de l'eau, je fais chauffer, 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 je mets beaucoup d'eau, il y a plein de bouillies partout et avec un alambic, sûrement que les cristaux de sel vont se déposer quelque part. Donc je prends ces cristaux de sel, mais après, qu'est-ce que je fais du reste? Bah, j'en fais rien du reste parce que une bouillie de pain, je peux pas reconstituer du pain. La bouillie, je peux pas la traiter, donc c'est un déchet. Enfin encore, le pain, c'est comestible, mais imaginez tous les métaux, toute la bouillie extrait des mines, c'est pas du tout recyclable. Enfin, ça dépend des mines, encore une fois, ça dépend des mines. Il y a après des industries beaucoup plus, des industries minières beaucoup plus, consciencieuses, qui font vraiment un travail assez rigoureux pour traiter leurs déchets. Pour analyser l'impact de notre système informatique, aller faut voir tout le cycle de vie, donc depuis l'extraction jusqu'à la fin de vie et les déchets. Ça, j'en avais déjà parlé avant, avec le transport, l'assemblage, l'intégration et l'utilisation. Des équipements connectés à internet, il y en a 30 milliards à l'heure actuelle et environ 3,6 milliards de smartphones et 2 milliards d'ordinateurs. 30 milliards, c'est maintenant, mais internet, ça existe depuis 20 ans maintenant. Et imaginez et l'informatique depuis les années 60-70, donc imaginez tous les déchets informatiques qu'on a traités, qu'on a engendrés, créés depuis lors. L'impact d'un ordinateur portable, moi j'en ai un ici là, c'est une tonne de matière première qui est extraite du sol. Donc imaginez un trou d'une tonne sous vos pieds. C'est assez énorme. Et c'est aussi 200 kilogrammes de gaz à effet de serre émis. Alors moi, je sais pas ce que c'est 200 kilogrammes de gaz à effet de serre, j'arrivais pas à me le représenter.
Donc pour ça, j'ai un peu calculé avec la densité du dioxyde de carbone, par exemple, à l'atmosphère ambiante. Et imaginez une salle de réunion d'une vingtaine de personnes. Imaginez cette salle qui serait, par exemple, remplie de gaz à effet de serre. Donc, on remplace tout l'oxygène par du CO2. Et bien, en fait, ça remplit toute la salle. Et donc, en fait, si vous rentrez dans une telle salle de réunion avec que du gaz à effet de serre, vous ne pouvez pas respirer, vous êtes mort. Donc, voilà l'impact de votre ordinateur. Un trou d'une tonne dans la Terre et des gaz à effet de serre pour tuer une vingtaine de personnes. Si vous êtes cloisonné dans la salle, bien sûr. Maintenant, sachant ça, on peut essayer de travailler, mais il y a des effets pervers. Par exemple, il y a l'effet rebond. C'est plus on améliore l'efficacité à accéder à une ressource, plus nous, on aura tendance, humain, à accéder à cette ressource. Alors, je vais faire une analogie. C'est comme une pizza. Je parle encore debout. Donc la pizza, imaginons, nous sommes 4 autour d'une pizza. Nous allons chacun manger un quart, un quart, un quart et un quart. Maintenant, si nous sommes 3 autour d'une pizza, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va manger un quart, un quart, un quart et on va laisser la dernière part pour une autre personne, pour les générations futures? Ou alors, est-ce qu'on va se dire: «On va chacun manger un tiers, un tiers, un tiers, on va chacun prendre un peu plus que ce dont on a besoin» ou la 3e la dernière part, on va la jeter parce qu'on ne veut pas conserver. Bref, on aura tendance, nous, à aller consommer plus ça, à aller consommer plus, parce que la ressource, elle est disponible. Il reste une part ou peut-être que la dernière part, on va se la partager en 3 et finalement, on aura mangé un tiers, un tiers, un tiers. Donc c'est exactement ça l'effet rebond. C'est un effet pervers que tout le monde a et c'est pour ça que un des, une des choses à faire pour diminuer notre impact, c'est de prendre le recul, de respirer et de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire. Alors une question, que je pose en général en direct, c'est: «Est-ce qu'on peut éco-concevoir un logiciel?» Alors si vous voulez jouer, vous pouvez répondre par oui ou par non dans le chat. Je fais une petite pause de 10 secondes. Voilà. Et ben, en fait, non. Voilà. Si je pose une question, c'est une question piège, bien sûr. En fait, un logiciel, ça répond à un besoin et c'est sur du matériel encore. S'il y a pas de besoin, ça sert à rien d'éco-concevoir un logiciel. Bien sûr, on peut jouer sur du code, sur une architecture, machin, machin, et cetera, mais un logiciel répond à un besoin. Donc si on n'est pas là à le mesurer par rapport à un besoin, en face d'un besoin, en face d'une volumétrie, ça ne sert à rien. Donc en fait, ce qu'on va chercher à éco-concevoir, c'est plutôt un service numérique. Par exemple, on va essayer d'éco-concevoir la fonctionnalité réserver un billet de train. Il y a un besoin, il y a une population en face de ce besoin, il y a du matériel qu'on va aligner et c'est ça qu'on va chercher à éco-concevoir en faisant une analyse de cycle de vie et en voyant tous les impacts partout. Alors ici, un peu de vocabulaire, on va passer vite fait dessus. On parle de numérique responsable, on parle de Green IT et donc là, le Green IT, c'est pour tous les piliers social, environnemental et économique. La conception du numérique responsable, c'est la même chose. Maintenant, vous imaginez bien que le Fair IT, c'est vraiment que produit social. L'IT for Good, c'est la même chose. L'éco-conception et l'IT for Green, c'est vraiment très environnemental. Et là où le Green IT, c'est vraiment, on va travailler sur les 3 axes de manière vraiment responsable et de manière durable. Alors, l'éco-conception de services numériques, c'est un standard. Si vous voulez noter après, regardez plus tard, IEC 62430. Et en fait, on aura 4 axes d'optimisation. D'abord, nous, développeurs, on va travailler sur l'optimisation technique de notre code. Les ops vont travailler sur l'optimisation, l'administration
de leur infrastructure. Architecte, développeur plus architecte, nous allons travailler ensemble pour améliorer l'architecture, les interactions entre les différents systèmes pour diminuer l'impact. Maintenant, tout le monde plus les UX, on va travailler sur la fonctionnalité. Il y a plusieurs façons d'implémenter une fonctionnalité. Donc on peut aussi travailler sur la fonctionnalité, par exemple, pour une notification, pour notifier les clients, comment on va faire? Email, SMS, push notification, notification dans l'application web, et cetera. Il y a plein de façons de faire et il y a plein d'impacts différents. Ensuite, on peut tous travailler. Nous, c'est pas parce que j'ai mis, les développeurs en colonne 1 qu'on ne peut pas aussi réfléchir à des innovations de rupture, des façons radicalement différentes de répondre à une fonction d'usage, une fonctionnalité. Donc on travaille sur un service numérique, c'est-à-dire un logiciel, du matériel et d'autres services numériques. Ça, c'est important. Si vous faites une fonctionnalité un formulaire pour remplir une adresse, donc première possibilité, un formulaire avec que des champs sans aide automatique. Maintenant, si vous faites, appel à, un service pour, saisir l'adresse un peu automatiquement, comme les API de Google, l'impact de votre fonctionnalité sera partagé avec l'impact de Google, parce que vous aurez partagé un peu d'impact. Maintenant, si vous faites un système de saisie assistée, donc autocomplétion, mais que la base de données des adresses, elle est chez vous, donc là, l'impact, il sera un peu différent. Il ne faut pas oublier les services, annexes. L'architecture. Souvent, quand j'ai assisté à pas mal de réunions d'architecture, on regarde pas du tout l'impact sur l'environnement. On regarde la faisabilité de l'architecture. Est-ce que ça répond aux besoins? On regarde les questions, le coût et le budget. Est-ce que, ça peut matcher? On regarde la couverture fonctionnelle et on regarde les exigences non fonctionnelles, la sécurité, la performance, et cetera. Mais on se dit pas: «Quel est l'impact sur l'environnement?» J'ai jamais vu ça encore. Enfin si, que, vraiment, à quelques réunions. Mais ce qu'on peut faire, moi ce que je vous encourage à faire dès maintenant, c'est au doigt mouillé. Quand vous êtes dans une réunion d'architecture, on vous propose deux trois architectures. Par exemple, il y a une architecture où il y a plus de serveurs d'un côté que de l'autre. Peut-être favoriser ou mettez, une ligne environnement. Bah, dans cette solution-là, il y a moins de serveurs, c'est un petit plus. Dans cette solution-là, le protocole, il va être différent, c'est un petit plus par rapport à celle-là. Faites des estimations au doigt mouillé pour déjà sensibiliser, votre réunion d'architectes et travailler là-dessus. Donc ça veut dire dans cette réunion, vous pensez et vous regardez moins de ressources, moins d'énergie et un impact sur les 3 piliers, social, économique et environnemental plus faible. Juste au doigt mouillé comme ça, même si vous n'êtes pas précis et cetera, faites cet effort-là. Ça peut être un bon début. Après, on peut aussi regarder la localisation géographique. Ici, cette carte représente le mix énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre pays par pays. On voit ici que la France a des faibles émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle a un grand parc de centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Quant à la Pologne, elle dépend beaucoup du charbon et du gaz et donc elle émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ce slide-là est intéressant parce que ça peut vous permettre, de choisir vos data centers, de choisir où mettre vos équipes, et de choisir des stratégies par rapport à l'ad pour adapter comment dire? Votre service numérique. Hem, voilà, je vais continuer. Alors pardon. Alors ici, tiens, il y a une slide qui est partie. Tant pis, c'est pas grave. Alors ce site-là propose une API payante pour, s connecter votre application à ce service et votre application, on va voir plus tard, pourra s'adapter.
Ensuite, comment dire? Oui, slide suivant. Voilà, ici, faut vraiment savoir si on a vraiment besoin de la fonctionnalité. Mais si on ne peut pas réduire la fonctionnalité, la réutiliser, la réparer, je vais la traduire en français la prochaine fois parce que c'est un peu pénible. La refaire, la recycler, et cetera. Il faudra, soit la restreindre, soit la repenser, soit l'enlever de la production. Il faut vraiment penser quand vous faites votre fonctionnalité avec logiciel, matériel, et cetera, pensez à la fin de vie, heu, pour vraiment savoir, s quel est l'impact. Si vous faites un système tellement complexe qui n'est pas du tout réparable, qui n'est pas maintenable, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? C'est pour ça que nous, codeurs, on travaille beaucoup sur la maintenabilité, de notre code, de manière à ce que l'application dure le plus longtemps possible. Ce qui est étonnant, c'est que Pete Seeger, c'est pas un texte, c'est juste un chanteur. J'ai vérifié 3-4 fois, c'est c'est bien ça. J'ai l'impression que le son est parti. Corentin, je sais pas si tu nous entends, mais on t'entend plus. Ah, c'est revenu. Non, c'est pas revenu, moi non plus, j'entends plus rien. Oui. Est-ce que Corentin, tu nous entends? Parce que nous, on t'entend plus. Non, on t'entend toujours pas. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends pas. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça fait combien de Génial. temps que je parle dans le vide? 2-3 minutes. Oh merde. Ouais, à Donc, partir de cette c'est très bien. vous savez qui était chanteur, lui? Pete? Ouais, allez, Oui, ouais. parfait. Donc, c'était juste pour parler de Microsoft, en fait, que ça s'est coupé bizarrement. Donc ici, entre Word 97 et Word 2023, mon besoin n'a pas changé. Mon besoin, c'est d'écrire du texte formaté. Et pourtant, l'application, la taille de l'application a été multipliée par 100 ou même voire par 1000. Pourquoi? Parce que on a rajouté des frameworks pour peut-être se connecter à internet, on a fait plus d'intégration, et cetera, et cetera. On a des fonctionnalités sympas, mais est-ce que le besoin en valait vraiment le coup? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? On peut aussi imaginer des systèmes de mise à jour plus intelligents. Je pense à la plateforme Eclipse ou alors à des dépendances, comme on a sur du Linux. En tout cas pour Eclipse, on peut vraiment choisir. On a une application vraiment basique et en ajoutant des plugins, on peut, mettre à jour et créer l'application que l'on veut, soit pour du code, soit pour du test, soit pour des diagrammes. Moi, j'ai travaillé sur un projet, Java pour une banque où l'application, c'était un monolithe. Il y avait 230 modules Java et à chaque mise à jour, on n'en publiait pas un, on publiait tous les 230 jars. C'était quand même quelque chose d'énorme pour, soi-disant, pas faire de conneries. Mais bon, on a 18 ans d'expérience, moi j'en ai 18, on a quand même expérimenté. Il y a d'autres moyens de ne pas faire de conneries que de faire des copier-coller de tout comme un bourrin. Alors, autre fonctionnalité,
les Apple, Google, etc., Microsoft se sont dit synchroniser les photos dans le cloud, c'est sympa. Fonctionnalité. En 2020, 32 000 photos étaient prises par seconde. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. C'est un petit calcul d'impact que vous pouvez faire, vous. J'ai regardé quelques chiffres références sur Internet et j'ai fait ça. Ça veut dire que 100 000 disques durs de 20 Teraoctets, donc c'est des gros bébés, sont utilisés par an juste pour synchroniser nos petites photos prises avec nos smartphones dans le cloud. C'est tout. Et donc, à partir de la consommation électrique, on voit que juste pour une fonctionnalité, on va allouer 2,4 centrales nucléaires françaises, donc des centrales nucléaires qui produisent environ 900 mégawatts. Mais peut-être que ce chiffre peut être revu à la hausse parce que il est multiplié par 3 le nombre de centrales nucléaires, juste pour ça. Faut que je le recalcule. Alors, Oui, on demande peu de compétences Grenati. Mais ça peut venir parce que pour l'instant, les entreprises ne sont pas forcées à fournir une stratégie Grenati. Mais avec la loi Rennes, toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants doivent fournir une stratégie de numérique responsable. Et bien sûr, on va partir des agglomérations et après, ça va aller vers les entreprises. C'est comme pour l'accessibilité. Au départ, c'est un chantier pour les agglomérations, pour les administrations publiques, et c'est parti dans les grandes entreprises. Centrale nucléaire de 900 MW, oui. Alors oui, Elon Musk a proposé une pause dans l'IA, c'est parce qu'il est en retard, honnêtement. Personnellement, c'est tout. C'est parce qu'il n'a pas investi là-dedans. On va continuer. Hop. Système et Ops. Alors, le matériel. Prendre du matériel d'occasion, prendre du matériel recyclé, ou alors allonger sa durée de vie. Mais par contre, si on allonge la durée de vie d'un matériel, peut-être qu'il va consommer plus d'énergie qu'un matériel plus récent. Et il faut aussi regarder l'indice de réparabilité du matériel. Prenez un indice de réparabilité minimum 9, parce que la règle de calcul est vraiment très très souple, et donc si vous prenez moins de 9, c'est pas vraiment quelque chose qui est très, très durable. Moi, par exemple, j'ai un Fairphone ici que j'ai pris après un smartphone qui a duré plus de 4 ans, 5 ans. Le Fairphone, je l'ai pris parce que il était réparable. Le matériel, le laptop que j'ai là actuellement, pour allonger sa durée de vie, j'ai blindé toutes les statistiques, le CPU, la RAM, les disques durs, j'ai tout blindé de manière à ne pas être pris à court au bout de 1 ou 2 ans, ou à cause d'une mise à jour d'OS ou de système, j'ai plus assez de ressources. Pardon. Alors, pour le cloud, a priori, ils font une bonne gestion de leurs serveurs, de leurs ressources. Mais on a 0 données publiques exploitables. Même Microsoft, qui est très orienté communication sur ses efforts pour l'environnement, ne communique aucune donnée exploitable. A priori, ils gèrent bien leur serveur parce que c'est leur business. S'ils géraient mal leur serveur, ils auraient une moins bonne rentabilité. Donc, il y a un intérêt économique. Donc, a priori, c'est une bonne idée. Maintenant, si vous allez dans le cloud et que vous prenez 10 serveurs à travers le monde, là, je vous dirais, c'est peut-être un peu trop exagéré. Quand vous regardez quand vous allez choisir un fournisseur des cloud, regardez le PUE. C'est c'est l'efficacité dont ils vont gérer leur électricité. C'est un ratio entre l'électricité qui rentre dans le data center et l'électricité qui est vraiment utilisée pour votre ordinateur, pour vos serveurs.
Après, on peut regarder aussi côté American Cloud Act. En fait, c'est comment dire? C'est une loi, c'est un ensemble de lois américaines qui dit que le ministère de la Justice américain peut fouiller toutes les bases de données des fournisseurs de cloud pour les clients. Voilà, je suis à la maison, donc c'est ma fille. Voilà. Donc, le ministère de la Justice américain peut aller fouiller les bases de données de tous ses clients américains, même si le data center est en France ou à l'étranger. Si c'est un data center de chez Amazon, d'une entreprise américaine. Donc aussi, on parlait des 3 piliers, écologie, sociale et économique. Pensez aussi à la législation pour regarder un bon data center pour vos besoins et pour les besoins de vos clients surtout. Le scaling. Alors, il faut s'adapter au trafic et à la charge. J'ai encore rencontré des entreprises, moi, qui proposent 50 serveurs pendant la journée et 50 serveurs la nuit. La nuit, il y a peut-être 2 personnes qui vont voir le site, mais il y a 50 serveurs. Donc là encore, il faut bien sûr travailler sur la scalabilité. Et puis les serveurs qu'on n'utilise pas, on les redonne au fournisseur cloud et le fournisseur cloud va les redistribuer à d'autres personnes qui en ont besoin parce qu'ils ont une charge. Parce que sinon, il fait nuit d'un côté, de l'autre côté de la planète, il fera jour. Voilà. Il faut penser à la mutualisation, mettre des services hébergés ensemble s'ils ont la même stratégie de charge. On peut prendre des VM dédiés si le trafic est assez constant. On peut utiliser des fonctions des lambda si le trafic est très variable. Comme ça, on s'adapte bien à la charge. Alors le shifting, tiens, je ne l'ai pas mis en blanc, c'est là. Alors le but du shifting, c'est de s'adapter aux besoins, d'adapter l'application à l'électricité verte disponible. Et c'est pour ça qu'on peut se connecter à des API comme je vous ai montré Electricity Map ou alors RTE propose un site qui s'appelle Eco2 Mix. Et donc, s'il y a beaucoup d'électricité verte disponible, vous pouvez un peu accélérer votre application. C'est-à-dire que vous pouvez dire que votre application peut faire plus de traitements. Par contre, si l'électricité disponible verte est faible, là, vous devez ralentir. C'est un peu comme sur la route, quand on parle de il y a un pic de trafic sur l'autoroute, il y a un pic de pollution, veuillez ralentir. Là, c'est la même chose. Et comment on peut faire ça? On a 3 stratégies. Premièrement, on peut fermer une fonctionnalité. Mais bien sûr, il faut communiquer à nos clients. On a fermé cette fonctionnalité-là parce qu'il y a un pic de pollution. Mais pour ça, il faut connaître l'impact de la fonctionnalité. On peut aussi décaler les fonctionnalités dans le temps. Vous avez demandé tel document, il sera produit dans 24 heures ou cette nuit, vous l'aurez demain matin, etc. Voilà. Ou alors, vous pouvez décaler géographiquement. C'est-à-dire, il y a un pic, il y a peu d'électricité verte disponible ici en France, mais si vous allez dans les pays du Nord, vous pouvez faire le calcul dans ces pays-là, par exemple, où il y a plus d'électricité verte. Et comme ça, vous avez 3 stratégies pour avoir une application qui a un plus faible impact. Mais bien sûr, quand vous faites cette stratégie-là, il faut toujours communiquer à vos utilisateurs pour pas qu'ils soient frustrés. Et pour ça, il faudrait connecter, il faut 2 choses. Un, connecter vos applications ou vos systèmes à des API pour connaître l'électricité verte. Et ensuite, il faut aussi prioriser et mesurer vos fonctionnalités pour savoir quelles sont celles que je peux fermer, quelles sont celles qui ne sont pas du tout fermables, quels sont leurs impacts, etc., etc. Alors là, ici, RTE. Et donc là, ici, il propose beaucoup d'indicateurs, c'est assez intéressant. Dont ici, c'est l'impact, c'est les émissions de CO2 à 8 heures ce matin.
Alors, On a une question de Rochdi qui demande si, avec la loi oui. MOP, il y aura un jour des mini data centers distribués et mutualisés à la place de gigantesques data centers actuels. Alors, à cause de quoi, pardon? Avec Avec, la j'ai loi pas compris MOP. le début de la question. Ouais. Peut-être, je sais pas, honnêtement. Mais comment dire? Pour le but du jeu ici, pour les data centers, c'est de consommer, d'allouer le moins de matériel possible. Donc, s'il y en a de plus en plus qui sont distribués, on aurait tendance, même peut-être avec l'effet rebond, à en prendre un peu plus partout. Donc, peut-être qu'il faut moins de data centers et prendre un ou deux data centers, un ou deux serveurs, plutôt que d'en prendre plein un peu partout. Un peu partout. Après aussi, imaginez que vous avez des clients un peu partout dans le monde. Vous aurez tendance à allouer des serveurs dans des data centers qui sont proches de vos clients, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, etc., etc. Et peut-être que vous allez en prendre trop juste pour gagner une seconde de temps de réponse. Peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et peut-être que pour gagner une meilleure user experience, il va falloir miser sur d'autres stratégies dont j'ai parlé plus tard, au lieu de prendre des serveurs partout. Le temps de réponse, bah voilà, j'en parle juste là. Donc les stratégies, c'est quoi? Au lieu de prendre plein de data centers pour avoir des temps de réponse très faibles, il faut travailler sur des applications, sur des fonctionnalités de type cache ou offline. Moi, je connaissais une application bancaire. À chaque connexion, on retéléchargeait toutes les transactions de la banque. Et pourtant, les transactions, quand j'en ai déjà téléchargé une, bah, je n'ai pas besoin de les revoir. A priori, elles ne vont pas être mises à jour, les transactions. Mon restaurant de la veille, je l'ai vu une fois ce matin. Si je me reconnecte à midi, j'ai pas envie de retélécharger cette information-là. Je sais qu'elle est dans mon téléphone. Donc en jouant sur le cache et l'offline, on peut travailler à améliorer le temps de réponse. Les réseaux mobiles. Alors plus on améliore comment dire, on va loin dans la génération de réseaux mobiles, plus l'impact sur l'environnement est important. Pour la 5G, il y a une petite polémique entre la 4G et la 5G. Une antenne 4G pollue plus qu'une antenne 5G. Ça, on est tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord. Seulement, la 5G va entraîner l'effet rebond. Parce que la 5G va permettre de télécharger un film en une seconde et a été créée pour tous les objets connectés, toutes les voitures connectées. Et donc, on va consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec la 5G qu'avec la 4G. Et donc, on aura tendance au final, à plus consommer. Il y aura plus d'impact négatif avec le réseau 5G. Le Wi-Fi consomme 20 fois moins, à 20, à 20, mais 20, pardon, à 20 fois moins d'impact que la 4G. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider que vos fonctionnalités sont uniquement disponibles en Wi-Fi. Souvent, sur WhatsApp, il y a des synchronisations uniquement sur Wi-Fi. Enfin, des backups de vos données uniquement sur Wi-Fi. Quand vous mettez à jour votre système d'exploitation sur un smartphone, c'est aussi uniquement sur Wi-Fi. Ces fonctionnalités-là ont été pensées parce que aux États-Unis, le réseau mobile est assez cher et comment dire est assez cher et c'est pour pas consommer des données inutiles et faire surpayer les factures. Mais on peut très bien avoir le même type de fonctionnalité en disant on fait cette action-là en Wi-Fi parce qu'il y a moins d'impact. Et ça encore, il faut communiquer à vos clients, à vos utilisateurs. On va continuer. Matériel pro et perso, il faut faire attention à la sécurité des données si tout est sur le même périphérique. Oui, tout à fait.
Alors pour les builds, bien sûr, on va faire attention à la fréquence des runs, on va faire attention à nos stratégies de stockage des artefacts. Pas la peine de stocker des milliers d'artefacts. Bien sûr, il faut voir ça avec le légal de votre entreprise, de votre client. S'il a besoin d'avoir le site web d'il y a 10 ans, il faut peut-être pouvoir le reconstituer. Mais en tout cas, il faut quand même réfléchir, il ne faut pas bêtement tout stocker. Il faut travailler sur des stratégies de stockage et travailler aussi sur un développement pas modulaire, enfin, pardon, un développement modulaire adapté. Juste, si vous mettez à jour un paquet sur 260, vous déployez que ce paquet-là et pas tout le reste. Parce qu'il y a encore beaucoup de monolithes qui restent chez les clients malgré tout. Les données encore, là, il faut travailler sur les formats, les protocoles, sur les stratégies d'archivage, sur la taille et la quantité des logs et l'exploitabilité des logs. Ça ne sert à rien de loguer tout et n'importe quoi si on n'en a pas besoin maintenant. Il faut uniquement utiliser les données dont on a le besoin maintenant. Il y a beaucoup de startups qui loguent tout, mais vraiment tout, parce qu'elles se disent, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, en analysant mes logs, je peux en déduire un business. Je peux avoir des données et donner un business où je peux revendre ces données-là pour un business. Donc c'est une stratégie purement commerciale qui n'a aucun intérêt, qui n'a rien à faire de l'impact environnemental. Et donc il faut pas travailler comme ça. Pour les sites web, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de bouquins sur le sujet. Je vous conseille le site Low Directory. C'est un site intéressant avec des sites beaux et sobres, où ils expliquent leur méthode de calcul, donc intéressant à tout point de vue. Je peux vous consommer. Alors, pardon. Déjà, d'un point de vue impact, 80% de l'impact, c'est au niveau du site web par rapport aux fontaines. C'est normal parce que si vous faites une requête, il y a un aller-retour assez rapide sur le serveur et après, l'utilisateur, il va scroller et il y aura des actions de paint et de repaint sur le site web. On peut travailler aussi sur le type de site que l'on veut, un site web statique, dynamique. Est-ce qu'on prend un framework? Est-ce qu'on utilise un CMS ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de l'archivage d'un CMS? Par exemple, vous maintenez un blog depuis 10-15 ans et puis vous avez un vieil article qui n'est plus du tout maintenu, mais qui est toujours en base de données. Et donc, pour consulter cette page-là, vous allez aller en base de données et reconstruire côté serveur l'article. Ce que vous pouvez faire, ce qui peut être une stratégie intéressante, c'est que l'article, vous pouvez le construire en page statique et le stocker sur le serveur web plutôt que de le laisser isolé sur la base de données du CMS. Vous pouvez travailler sur les feuilles de style d'impression, vous pouvez travailler vous devez d'ailleurs travailler avec HTTP2 et HTTP3 pour avoir moins d'aller-retour client-serveur et travailler aussi en mobile first, stratégie mobile first. On va travailler aussi avec le cache web, ça veut dire mettre en cache le plus d'informations possible. Avant, le cache était réservé à de la configuration serveur. Maintenant, les stratégies de cache peuvent être contrôlées en JavaScript sur les sites web ou dans des applications avec d'autres stratégies. Et on va aussi travailler sur une stratégie offline first. Ça veut dire qu'il faut que votre application soit consultable, que votre utilisateur puisse l'utiliser, même s'il n'y a pas Internet, pour consommer moins de ressources possible, encore une fois. Et encore une fois, vous allez aussi, d'un point de vue business, si l'utilisateur a le choix entre deux applications, une qui nécessite que Internet tout le temps et l'autre qui peut être, qui n'a pas besoin d'un réseau performant, parce que des fois on est dans des faibles zones Internet, eh bien, l'utilisateur aura tendance à prendre l'application qui est la plus facile à utiliser, où il peut plus facilement retrouver ses données. Ici, on va le voir ici, c'est ce que c'est aussi de montrer, c'est que des stratégies Green IT, ce sont aussi des stratégies business. Si on travaille pour
Si on travaille pour que l'information arrive à l'utilisateur au bout de 3 clics maximum, on consomme moins de réseau, Greenity, on a une meilleure expérience utilisateur, donc c'est un truc business et on a un bon référencement, c'est encore un bon, comment dire? C'est encore bon pour le business. Donc c'est business et sobriété encore une fois. Alors, l'historique du code. Ici, pardon. Est-ce qu'on a besoin de garder son historique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Là encore, on travaille beaucoup avec, Git, avec des gestionnaires de sources. Est-ce qu'on peut, de temps en temps, faire le ménage côté serveur pour avoir un truc plus sobre et prendre moins de place? Là, on va parler sécurité ici. Ici, si l'email n'est pas, vérifié, c'est-à-dire que si on autorise n'importe quelle chaîne de caractères dans un email, moi, en tant que pirate, je peux envoyer 20 mégas dans l'email que vous voyez là. Ça fait quoi 20 mégas? Ça fait que je peux envoyer une ligne de log qui contient 20 mégas. Et en tant que pirate, je ne vais pas le faire qu'une fois, je vais le faire des milliers et des milliers de fois et je vais pourrir vos disques durs de log. Là où je veux en venir, c'est que avec du code, on peut sécuriser l'application et sécuriser l'application, ça veut dire la maintenir dans le temps. Donc sécurité et Green IT, ça va ensemble aussi. Parce que vous allez sécuriser, vous allez, comment dire? Sécuriser votre application, mais vous allez aussi sécuriser les données de vos utilisateurs. On travaille ici sur plusieurs piliers. Donc sans le savoir, peut-être que vous faites déjà du Green IT. Parce que vous travaillez sur le SEO, parce que vous travaillez sur la sécurité, vous faites déjà du Green IT. Et c'est gratuit pour vos clients. Les frameworks. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un framework? Quels sont les bénéfices de ce framework? Il y a des frameworks qui utilisent, que l'on met par défaut et on utilise que peut-être 10 du framework. Donc là encore, je vous encourage vraiment à être critique sur le choix des frameworks. Des fois, on n'a pas tellement le choix. On arrive dans une équipe où le framework est déjà là et si vous avez la chance d'arriver sur des projets from scratch et on vous demande une grande expertise, réfléchissez à ça. Peut-être que le framework viendra plus tard. Peut-être que si le besoin n'est pas immédiat maintenant, prenez pas de framework. Alors, il y a encore des principes d'éco-conception. On a parlé des nombres de requêtes HTTP. On a parlé des autocompletes. C'est sûr que si vous lancez une requête sur un serveur pour un autocomplete au bout du deuxième caractère, comment dire, du deuxième caractère, alors peut-être que, comment dire, vous allez faire trop de requêtes. Peut-être que si vous mettez pas de temps de pause entre 2 saisies de caractères, vous allez mettre trop de requêtes vers le serveur. Imaginez, vous tapez votre adresse, 5 caractères, vous faites ça 5 requêtes, finalement vous avez fait une faute d'orthographe, vous effacez encore des requêtes, et cetera. Donc pensez à bien, définir comment dire? Votre autocomplete. On a une question de Romain qui demande en quoi les frameworks sont mauvais en Green IT. Bah, moi par exemple, j'ai une bonne expérience en Java et en Spring. Java et avec Spring Framework. Par exemple, Spring, moi je considère que maintenant Java est tellement avancé et les serveurs web sont tellement avancés que on pourrait faire sans le framework Spring avec peut-être 20 de code en plus. Pardon, 20 de code perso en plus, en enlevant les mégaoctets de Spring. Et donc on pourra avoir des builds beaucoup plus petits, beaucoup plus véloces. Surtout avec le Web 3, avec non, c'est les spécifications Servlet 3. Avec le Java, on est maintenant à 22. On a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été rattrapées. Et Spring, euh, a priori, ça facilite le time to market, mais après, ça peut vite alourdir tous les builds. Et on a une autre question de Mohamed qui demande si, est-ce que chez tes clients, est-ce qu'ils mettent déjà en place des solutions de monitoring pour mesurer l'empreinte carbone d'un ou des projets IT? Non. Or, j'ai un client qui a travaillé, qu'il a mis en place sur Amazon. C'est-à-dire qu'ils ont mis, non,
qui ont activé le monitoring d'émissions de CO2. Mais les émissions de CO2, elles commencent à partir de la tonne ou des dizaines de tonnes. Donc pour le client, ce n'était pas adapté vu qu'ils n'émettaient pas autant de CO2 pour leur infra. Après, sur des clients, moi j'ai travaillé avec des clients où je travaillais sur la fonctionnalité. Est-ce que la fonctionnalité est nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de travailler? J'essaie de les sensibiliser. J'ai fait la même formation, mais j'essaie de les sensibiliser à chaque atelier, chaque refinement, de savoir comment on pouvait travailler la fonctionnalité. On a travaillé sur les autocompletes, on a travaillé sur les architectures, on a travaillé sur la notification pour que ce soit plus sobre. On n'a pas mis en place des analyses de cycle de vie et des systèmes de mesure. Mais après, on peut travailler avec le plugin Chrome EcoIndex. On peut aussi travailler avec d'autres applications que j'ai pas en tête pour mesurer côté back-end aussi l'impact. Je veux aussi revenir sur Python. Alors Python a des performances désastreuses. Oui et non. Ça dépend de quel usage. Python, c'est sûr que c'est un langage interprété. J'ai justement fait un post dessus. Je ne comprenais pas pourquoi Python était utilisé pour des algorithmes d'intelligence artificielle et pour faire des réseaux de neurones. Mais après, j'ai compris. Python, il est utilisé juste parce que le langage, il est simple. Il est simple à écrire. Mais tous les appels qui sont faits pour les calculs des réseaux de neurones, c'est des librairies natives, binaires. Et Python, c'est juste une interface utilisée pour appeler des librairies très véloces. Donc là encore, il faut vraiment savoir dans quel cas d'usage. Python a des performances désastreuses pour des calculs mathématiques si on utilise les librairies standards, parce que c'est l'interprète, etc. Mais si on utilise d'autres librairies, c'est mieux. JavaScript aussi, on pourrait dire pareil, JavaScript, c'est de l'interpréter, etc. C'est pas bon pour les calculs mathématiques. Mais par exemple, LinkedIn, qui ont passé en 2010, ils ont passé tous leurs serveurs. Ils avaient des serveurs Java pour servir leur plateforme mobile. Ils ont passé tout en Node.js, donc de l'interpréter, côté serveur. Ils ont diminué leur nombre de serveurs par 2 et ils ont servi 10 fois plus de requêtes. Donc un énorme impact positif. Business déjà et Green IT. Beaucoup moins de serveurs. Donc il faut vraiment, pour le choix du langage, le mettre en face d'un besoin et vraiment justement choisir les bons frameworks, etc., etc. Il peut y avoir des frameworks à interpréter, des frameworks binaires, des frameworks trop lourds. Il faut vraiment se poser la question. Donc travailler sur des fonds standards a priori, des sélecteurs CSS simples, les tailles des builds, on l'a fait, des images, pardon. J'ai travaillé avec des équipes qui mettaient sur la plateforme mobile des images énormes qui avaient été fournies par les équipes de designers sans les retravailler. Sur un device, sur un téléphone, on ne met pas une image qui est pour un desktop. Donc il faut les retravailler. Travailler sur le lazy loading. Vous avez un site web avec beaucoup d'images, 20-30 images de type Instagram, ou je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas charger toutes les images d'un coup. Vous allez les charger au fur et à mesure du scroll. On va éviter les animations qui vont consommer du CPU côté front sur votre ordinateur ou votre téléphone. Un truc marrant, c'est le i++ à la place du ++i. Pardon, utiliser ++i à la place de i++ parce qu'en fait, si on décompose ça en assembleur, dans le deuxième cas, il y a une instruction en moins. Et donc, si vous utilisez ça énormément de fois, ça peut y jouer. On va continuer. Héberger les ressources dans des domaines sans cookies. Si vous avez plein d'images qui ne nécessitent pas d'être entourées de cookies, donc pour des statistiques, etc., mettez-les sur un serveur très basique. GraphQL. On va regarder GraphQL. GraphQL, c'est a priori intéressant. Ça a été fait par Facebook de manière à mettre dans les mains des développeurs front-end, web ou alors mobile, les moyens de travailler, de requêter directement les bases de données.
quel était l'intérêt du GraphQL? C'était d'accélérer le time to market. Mais là encore, pour faire du GraphQL, il faut mettre un boilerplate en plein milieu de votre couche. Si vous faites un service REST direct, vous pouvez directement attaquer votre base de données. Donc, à moins que le GraphQL ne soit directement implémenté comme un protocole dans la base de données, je considère que si vous l'implémentez dans votre serveur, Java ou autre serveur, c'est pas une bonne chose parce que vous rajoutez une couche, vous rajoutez de la complexité, de la lenteur. On a une question de Daphné qui demande s'il existe un outil qui permet d'évaluer l'impact carbone d'une appli ou d'un site internet. Oui, alors il y a Eco2, Eco2 Index qui permet ça. Il y a aussi la même chose côté pour Chrome, un plugin Chrome. Attendez, je vais essayer de le chercher dans Chrome pour être bien sûr du hop, F12. Voilà. Alors, comment il s'appelle cet outil? Ah bien sûr, je ne l'ai pas installé là-dessus. Attendez. Tu pourrais faire. Alors, hop. Voilà. Alors, EcoIndex, pardon. EcoIndex, voilà. EcoIndex, c'est pour analyser le site web et aussi pour. C'est aussi, comment dire, un plugin Chrome. Voilà. Vous avez côté Marlab. Marlab. Impact environnemental. Marlab. Attendez, il faut que je le retrouve celui-là. Je me souviens jamais de son nom. Réduire l'empreinte carbone. Alors, voilà, Green Frame de chez Marlab. Donc là, c'est un pod Docker, un pod Kubernetes que vous mettez à côté des autres, et ça permet de mesurer toute la partie back-end, de mesurer l'impact de back-end sur une chaîne CI, pas en temps réel, c'est pas le but, mais sur votre chaîne CI où vous reproduisez tous vos scénarios, vous pouvez mesurer l'impact côté back-end. Et après, il y a aussi le fameux Google Lighthouse. Google Lighthouse, il vous fournit plein de mesures sur vos performances de votre site web, mais travailler aussi sur tous ces indicateurs-là, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus sobre. Et Nadine pose la même question sur le front. Sur le front, EcoIndex et Google Lighthouse. Voilà, ici un exemple. En fait, c'est un exemple qui a été fait par le site climateaction.tech. C'est un magazine web et il va se modifier selon l'intensité CO2 en local. Donc, par exemple, ici, il y avait une intensité CO2 moyenne. Donc, l'image n'était pas en couleur, l'image était grise et de mauvaise qualité. S'il y a en local, pour moi, donc énormément d'émissions de gaz à effet de serre, et ben, le site web ne va même pas me télécharger l'image, il va juste m'afficher un texte descriptif de l'image et j'aurai un lien ou un bouton pour demander l'image si je le veux vraiment. Et là, encore une fois, et après, si il y a très peu de gaz à effet de serre chez moi, là, j'aurai un site optimisé, un site en couleur avec des images en couleur, avec une image en couleur. Ici, une autre solution intéressante, le serveur web est hébergé sur un balcon, est relié à des panneaux solaires sur un balcon à Barcelone. Et les panneaux solaires rechargent la batterie du serveur. Quand la batterie est vide, le serveur s'éteint. Et là, on voit ici sur le site qu'il y a 54%. Mais donc, comment ça se passe? En fait, si vous avez déjà été une première fois sur ce site, avec les stratégies de cache et d'offline, vous avez déjà téléchargé tout l'article.
et donc vous n'avez pas besoin de revenir. Si vous revenez, enfin, vous n'avez pas besoin de tout télécharger. Si vous revenez dessus, il ne va pas faire une requête au serveur. Si le serveur est éteint ou allumé, il s'en fiche. Il va afficher ce qu'il a mis en cache dans le navigateur. C'est comme un journal papier. Quand vous lisez, quand vous achetez un journal papier, vous n'allez pas à chaque fois acheter votre journal dans le magasin pour lire le prochain article. Vous achetez le journal, vous l'avez avec vous et vous le lisez entièrement. Même chose. Alors les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut mesurer. C'est comme quand on a un problème de performance. Quand on a un problème de performance, on ne va pas foncer dans le code en se disant: «C'est bon, je sais, j'ai une idée», on va mesurer l'impact. Donc faut mesurer l'impact de son matériel avec les 9 limites planétaires et tout au long du cycle de vie. On va aussi regarder, les labels du matériel. On va aussi regarder vous pouvez aussi regarder un guide chez Greenpeace qui est intéressant pour le matériel. Vous pouvez aussi souscrire malgré tout à des solutions de mesure, chez les fournisseurs cloud et aussi regarder la consommation le mix énergétique de votre système. Vous pouvez aussi mesurer le temps de réponse et la mesure des données. On mesure pour avoir un dashboard complet et savoir après comment on peut mesurer. Comment dire, sur quoi on peut travailler. Si on peut voir qu'il y a trop de données par exemple et on pourrait par exemple diminuer le volume des données. Typiquement, on peut faire quasiment tout avec un dashboard, Grafana. On peut aussi mesurer la facture IT parce que si vous passez de 10 serveurs à 2 serveurs pour votre application, vous allez baisser, la facture IT et ça peut être intéressant pour le business et pour l'environnement. On peut aussi même aller plus loin et mesurer, avec, les user agents, quel est l'ordinateur, quel est le smartphone qui est utilisé par nos clients et avoir une carte plus globale pour ensuite plus facilement, avoir des actions à faire. Là encore, ça dépend, de votre, comment dire? Ça va dépendre de votre business et de ce que vous voulez faire avec. Bien sûr, on va regarder le CPU, la RAM, le disque et cetera pour bien mesurer et savoir, si le CPU est trop chargé, s'il est trop ch si un CPU, une RAM ne sont pas suffisants, vous aurez tendance peut-être à avoir un autre serveur et à pas travailler sur le logiciel. Peut-être mieux vous travailler sur le logiciel et travailler sur les éventuelles fuites mémoire ou les fonctionnalités pour bien tout adapter. Donc faut tout mesurer. On peut aussi maintenant, la voie royale, c'est, faire une analyse de cycle de vie. ACV en français, Life Cycle, Assessment en anglais et donc là, cette, analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit. C'est une approche multicritère où on va répertorier tous les flux, c'est-à-dire le matériel, le hardware, les câbles, les mètres de câbles, les switches, les serveurs et cetera et cetera. On va avoir une approche en flux. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Quels sont tous les déchets? Et une approche du berceau à la tombe, comme pour le disque dur dont on a vu tout à l'heure et à chaque étape, on va regarder, tous les impacts à la fabrication. Parce que vous développez une application web, heu, il y a tout un impact. Il y a un impact, sur hardware, software. Il y a un impact pendant votre phase de développement, parce que vous vous déplacez, vous vous rendez au travail à pied, en vélo, en voiture, en train et cetera, donc vous avez un impact aussi. L'impact de votre déplacement, c'est aussi un impact. L'impact du télétravail par rapport à l'impact du déplacement, c'est encore à mesurer et c'est à prendre en compte dans votre analyse. Faut aussi se recentrer sur la sobriété. Faut être sobre, se recentrer sur l'essentiel, pas de monolithe, pas de superflu. Là encore, avoir une approche mobile first et offline first, c'est 2 vraiment critères que je vous conseille d'avoir si vous devez repartir avec ces 2 mots-là. Mobile first et offline first si vous faites des sites web. Parce qu'en fait, on quand on a moins d'espace, on a tendance à se concentrer vraiment sur l'essentiel et à pas faire de superflu.
Et d'ailleurs, moi, j'ai fait la connerie. Je suis en train de faire mon site web et j'ai les 2 maquettes de design et j'ai commencé par la maquette, desktop. Et donc bien sûr, après pour passer au mobile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc bref, approche mobile first, c'est beaucoup plus simple, heu et beaucoup plus sobre. Merci Romain. La communication environnementale. Maintenant, après avoir mis plein d'actions en œuvre, vous allez vouloir communiquer sur vos actions. Ça, c'est bien c'est normal. Mais souvent, on va vous taxer de faire du greenwashing. On va sûrement certains développeurs vont analyser votre site web et vont dire: «Tiens, cette image elle est trop grosse», et cetera, et cetera. Donc je vous conseille d'être le plus transparent possible, d'être le plus humble possible et heu et d'utiliser cette norme ISO 14063 pour si vous voulez vraiment communiquer auprès, d'entités, d'entités juridiques ou de manière la plus responsable possible. Et bien sûr, la prochaine action à suivre, c'est de me recontacter pour avoir, plus de détails sur la formation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Corentin. S'il Je y a réponds à des toutes vos questions. Oui, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ici. Après, sinon, vous pouvez les poser à Corentin. Je suis sûre qu'il se fera une joie d'y répondre. Et dans tous les cas, on vous enverra la présentation et les slides, enfin le replay, le tout par mail. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Et sinon, on se dit à la rentrée pour un prochain webinaire. Alors, je voudrais répondre au message de Rochdi qui dit que les Oui. géants du numérique sont les premiers concernés. On est tous concernés parce qu'on les utilise. C'est-à-dire que croire que c'est à eux de faire tout le boulot, c'est pas une bonne idée. Là où je voulais vraiment présenter ça, c'est que on doit tous travailler à notre étape, à notre niveau pour choisir le meilleur outil. Par exemple, il y a un outil, d'analyse, web, c'est Google Analytics. Tout le monde le connaît. Il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus sobres, comme, Cabin ou WizCabin ou WizCabin, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un outil très sobre qui analyse très simplement les statistiques, qui est compatible GDPR, qui est, carbone neutral, et cetera, et cetera. Et qui est beaucoup plus sobre que Google Analytics. Donc, on a chacun le choix de travailler avec, tous les fournisseurs que l'on veut. On a une autre question, toujours de Rochdi qui demande s'il y a des approches Green IT de bout en bout pour développer des applis. Non, bah, c'est l'analyse de cycle de vie, tout simplement. C'est vraiment ça. Je vais d'ailleurs remettre le SOP. Hop, hop, hop. Vraiment, si vous voulez vraiment voir ça, ISO 14040. Alors, c'est pas mon métier de faire des analyses de cycle de vie. C'est quand même quelque chose d'assez rigoureux. C'est presque de l'audit. Donc, en général, il faut des développeurs d'un côté, des auditeurs à côté. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner par Green Spector, je crois, qui est une entreprise spécialisée dans ça, par Resilio aussi, qui font qui permettent qui mesurent, très régulièrement et qui font des analyses de cycle de vie. Mais après, vous pouvez aussi, si vous voulez pas, parce que c'est quelque chose d'assez coûteux financièrement, ça a un impact, vous pouvez aussi faire des analyses un peu simplistes. J'en ai fait une pour, les photos, vous pouvez avoir des statistiques avec, les disques durs. Si vous voulez mesurer votre impact de stockage, vous regardez Life Cycle Assessment Life Cycle Assessment Seagate. Ils ont plein d'analyses de cycle de vie. Vous prenez le disque dur qui matche le mieux avec celui que vous utilisez et vous faites des règles de 3 par rapport à votre volumétrie et vous allez grosso modo avoir un impact de ça. Vous pouvez déjà commencer comme ça, je trouve.
Après, il y a aussi un plugin Sonar qui est dédié à ça, dédié à l'analyse de code. Echo. Analysis. Faut que je le retrouve. Voilà. Il s'appelle. Alors, je crois qu'il s'appelle EcoSonar. EcoSonar peut-être. Mais bref, il y a des plugins Sonar qui sont spécialisés dans l'analyse de code pour voir les différents impacts. Avez-vous des références des articles de Green Coding sur les articles académiques de R&D? Non, j'ai pas de référence là, sous la main. Vous pouvez regarder côté, il y a la fondation, il y a Green Software Foundation, qui est aussi intéressant. Il y a Climate Action Tech aussi, qui est aussi intéressant à fouiller. Il y a aussi l'entreprise Marne Lab. Marne Lab est une entreprise française qui fait, qui fait beaucoup de R&D et qui a fait aussi de la R&D pour construire son outil GreenFrame. Voilà. D'autres questions? J'ai pas l'impression pour l'instant. Ah si, il y a peut-être le Dark Mode qui aide au Green IT, demande Romain. Oui, c'est vrai qu'a priori, avant, dans beaucoup d'écrans, la couleur noire, c'était une couleur où le pixel était toujours allumé. La LED ou le pixel était toujours allumé. Mais maintenant, je crois que les derniers écrans OLED, quand un pixel est noir, il est vraiment éteint. Donc, ça ne consomme pas d'électricité. Mais après, on ne va pas que parler d'électricité. Il y a aussi toute la gestion des couleurs qui peut avoir un impact sur addictif. Prenez par exemple la petite notification où il y a un numéro et une bille rouge. Vous avez sur LinkedIn, vous avez 10 contacts, 10 notifications, etc. Cette petite bille rouge sur une icône, c'est un outil addictif. C'est vraiment une drogue. Vous avez envie de savoir c'est quoi. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez scroller, etc., etc. La notification avec une bille rouge, c'est purement addictif et ça a un impact environnemental. Parce que vous allez aller sur l'application, vous allez consommer plus. C'est fait pour que vous consommez plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions. Donc, on peut clôturer le webinaire. Merci beaucoup, Corentin, pour ton intervention. Je vois que ça a beaucoup plu et comme il y a eu pas mal de questions, c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir assisté. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez juste me poser une question ou plus. N'hésitez pas. Ok. Moi, merci. Et puis, bon déjeuner à tous ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Bon déjeuner. Oui. Bye. Au revoir.